Alors, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode qui nous permet de tracer donc l'évolution de la littérature afro. Aujourd'hui, nous recevons Diaratou Kébé, fondatrice de l'association Diveka. Il y aura plein de choses à nous raconter sur toutes les initiatives qui ont été entreprises via l'association, les livres qui sont sortis. Dia, alors, s'il te plaît, présente-toi et présente-nous ce que tu fais. Je m'appelle Diaratou Kébé, je suis la présidente et fondatrice de l'association DIVECA, Diversity and Kids, et c'est une association qui fait la promotion de la diversité et de la représentation dans la littérature jeunesse notamment, mais aussi dans toutes les productions à destination du jeune public. Alors, quand tu dis toutes les productions, qu'est-ce que tu entends justement d'autre à part la littérature? Les dessins animés, les jeux vidéo, et voilà. D'accord. Et donc, l'association existe depuis combien de temps déjà? Elle existe depuis 2000, pour les statuts 2017. D'accord. Et je me rappelle, je me rappelle du premier événement donc de Diveka. J'essaie, en tout cas, comme je dis, hein, j'essaie de suivre, je suis en diagonale pas mal de choses qui se font. Mhm. Et Diveka a organisé son premier événement, c'était en quelle année? 2018 peut-être? Oui, du coup, c'était en 2018 et c'était le festival d'Iveka. C'était un festival où on avait invité 3 auteurs et illustrateurs, illustratrices à venir parler de leur travail. Super. Donc ça a été la première édition du festival Diveka. Ou bien il n'y Voilà. en a eu qu'un seul. Il n'y en a eu qu'un seul. Et pourquoi il n'y en a pas eu les années d'après? L'année d'après, Donc 2019. on n'avait pas les fonds, on n'avait pas l'argent. Et ensuite, 2020, c'était la pandémie. Et 2021, 2022, 2021, c'était encore un Pour la peu. pandémie. 22 aussi, début de l'année, c'était la pandémie. Et 2022, on a prévu un festival qui n'a pas pu avoir lieu. Il y a toute une thématique et tout, on avait trouvé le lieu et tout, et finalement, ça a été annulé à la dernière minute parce que les personnes qu'on avait invitées à venir discuter pour la table ronde n'étaient pas disponibles à la date où on voulait faire le festival, et du coup, ça prenait trop de. En fait, j'ai beaucoup de choses à faire en dehors des IRK, et je ne pouvais pas trouver une autre date. Ça D'accord. collait pas. Donc, on n'a pas pu le faire. Et cette année, bah, je pense qu'il n'y en aura plus de festival IRK. Tu as dit, vous n'avez pas fait en 2019 par manque de fonds. Ouais. Les fonds, alors, pour la première année, c'est l'association, vous avez autofinancé, Non, vous en avez fait, autofinancé ou vous avez eu des fonds? la première année, on avait eu des fonds parce qu'on avait été subventionné par l'État. Pour la première année, j'avais déposé un dossier et tout par rapport à l'IVK, donc c'était subventionné. Et la deuxième, non. Et on n'avait plus de subvention. Bilan de ce premier festival. Qu'est-ce que C'est ça a été? assez loin, en fait, hein, par rapport à l'IVK aujourd'hui. En fait, c'est très difficile de faire un bilan de celui-là en particulier parce que c'est assez personnel, mais j'ai perdu mon père cette année-là et j'étais obligée de faire le festival par rapport au fait qu'on était subventionné. Donc, même si j'en garde un bon souvenir, il y a aussi des souvenirs Je comprends. assez difficiles par rapport à cette période-là. Du coup, non, c'était un bon festival. Je pense qu'on c'était bien, mais en fait, il n'y a pas eu de retombées directes parce que c'était quelque chose qui avait lieu sur le moment, en fait. C'était pas quelque chose. Et l'accueil du public, comment le public parce que c'était un événement, il y avait le public qui était présent. Ouais, il y avait du public. Donc le public qui se déplace, c'est le public justement Oui, oui, oui. qui est en accord avec ce qui est C'est un proposé, qui voit un festival. intérêt. Alors c'est un festival assez, vu comment on l'avait imaginé, c'était un festival assez familial, donc il y avait énormément d'enfants. Il y avait des contes, il y avait du maquillage, il y avait de la danse pour les enfants, assez complet. Après, il y avait aussi une table ronde avec plusieurs acteurs et actrices du livre jeunesse et des militants et militantes autour de la question. Et non, le public, en fait, c'est très, j'ai jamais eu par rapport à tout ce que je fais par rapport à l'IVK,
Et par rapport à mon engagement personnel, j'ai jamais eu personne qui est venu me dire que c'est toujours positif en fait. J'ai jamais eu, à part les personnes blanches qui trouvent que c'est raciste, mais j'ai jamais eu de personne pour venir me dire que ce que je faisais n'était pas positif. C'est plutôt un accueil assez bienveillant. D'accord. Bon, mais tant mieux, ça veut dire, c'est tant mieux. C'est ce qui a été apporté était, je dirais pas attendu, mais en tout cas, ça a été bien reçu. Et du coup, tu as dit tout à l'heure, tu as dit ça a beaucoup changé entre 2018 et maintenant. Qu'est-ce qui a beaucoup changé? L'orientation du DVK a changé, par C'est pas exemple? l'orientation du DVK qui a changé, c'est plutôt le public, je pense, et l'opinion publique en général. En 2020, en dehors de la pandémie, il y a aussi eu des énormes manifestations antiracistes. Personne n'a pu passer à côté de ça et il y a une vraie discussion autour de ces thématiques-là. Et je pense que même s'il y a une prise de conscience et qu'elle n'est pas pérenne jusque là aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience du manque de diversité et que ce soit pas, c'est pas seulement dans la littérature jeunesse, mais aussi au cinéma, partout en fait. Mm. Donc, le public est plus au courant de ces discussions qu'on avait en ligne et qui sont sortis du cadre strict d'Internet, parce que on voit bien, hein, par exemple, avec la sortie de La Petite Sirène, Oui. du film, le fait que l'actrice principale soit noire, on en a parlé jusque dans les JT, enfin, c'est devenu une vraie question. Ouais. C'est intéressant. Je vais juste revenir sur le fait que tu as dit le sujet est sorti genre des réseaux sociaux. Est-ce que tu entends par là vraiment juste sortir des réseaux sociaux pour aller à la télévision ou bien sortir aussi du cercle afro pour être entendu aussi, Oui, pour je être pense. abordé aussi en dehors? Oui, oui, c'est abordé en dehors des cercles afro et même, je pense que les cercles afro se sont agrandis. Moi, je suis pas trop une maman, en fait. Et je pense qu'il y a eu plein d'initiatives. Il y a encore beaucoup, beaucoup plus d'initiatives qu'au moment où nous, on a commencé et c'est tant mieux. En effet. Mhm. Tu as raison, c'est clair que les choses ont pas mal évolué. Donc, pour toi, l'évolution porte, donc tu as dit justement, le public a évolué, il a changé, ça veut dire que ton public, qu'est-ce que tu entends par là? C'est du public qui vient plus justement pour aborder les problèmes raciaux ou bien... Non, je pense que c'est un public ouais, qui vient aborder un peu plus les problèmes raciaux, mais qui se rend compte que on peut pas continuer à avoir un universel qui soit totalement blanc. En fait. Je pense que c'est surtout ça. Et surtout, il y a eu des gros succès en librairie on peut pas passer à côté du succès de Laurent Safou et Comme un million de papillons noirs, par exemple. Et du coup, non, le public, c'est pas qu'il a changé, enfin, il a changé, il a pas, il a évolué sur les questions. Il s'intéresse un petit peu plus aux questions de diversité et de représentation que quand nous on a commencé, où c'était pas du tout un sujet. Et même, je dirais, dans tout ce qui est militantisme antiraciste, c'est pas aussi présent que maintenant. Je pense Alors, que donc, les toi, tu personnes, verrais, si jamais on devait mettre un curseur, tu verrais que l'évolution a commencé plutôt à partir de 2020 avec toutes les manifestations antiraciales. euh, je sais pas trop, parce que moi, du coup, j'ai commencé bien avant. Et avant moi, il y avait déjà des choses. En fait, il y a toujours eu des choses par rapport à ces questions de représentation. Et il y en a toujours eu, sauf elles étaient pas visibles comme elles le sont aujourd'hui. Donc, je ne mettrais pas de curseur à partir de 2020, mais je dirais que 2020, a été une année charnière. C'est intéressant. Euh, et par rapport aux productions livres, quand est-ce que l'IVK a décidé de produire, enfin de se lancer dans l'édition? Pourquoi, quand et pourquoi?
on s'est pas lancé dans l'édition. On s'est lancé, on a créé une page Instagram qui s'appelle Les Puissantes. Moi, c'était dans le but de faire découvrir Surya Bonali à mon fils. Parce que j'aime beaucoup Surya Bonali. Et en fait, bah, du coup, j'ai demandé à mon illustratrice, qui s'appelle Marjorie, si ça l'intéressait de faire ça, de faire des portraits de femmes noires et de les mettre en ligne. Je pensais vraiment que ça existait déjà. C'est pas une idée du tout originale parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les pays anglophones en fait. Et du coup, bah, je pensais que ça existait déjà côté francophone, mais j'ai découvert que non. Et du coup, on s'est lancé d'abord sur Instagram et à un moment donné, ben, on n'arrêtait pas de nous demander quand est-ce que ça deviendra un livre. Et on devait se lancer en 2020 et finalement pandémie. Et du coup, on a lancé en 2021. J'avoue que moi aussi, j'y ai pensé, quand j'ai pensé le projet, je le voyais déjà comme un livre, mais pas dès le départ. Dès le départ, c'était vraiment de le mettre sur les réseaux sociaux et voilà, de le faire découvrir de façon assez ludique. Du coup, ça a vachement aidé. Ce petit début, juste mettre des images, ça a énormément aidé le projet à aller loin, vu que le public, Oui, petit à parce petit, le que, public en demandait un peu plus, etc. Et voilà. oui, parce que, bah oui, ça fait longtemps que je suis sur Internet, donc je sais comment ça fonctionne. Non, mais c'est cool, c'était un super beau projet. Je l'ai vu passer comme plein d'autres projets. Donc j'aurais bien aimé la voir en librairie, mais bon, bref. Entre tout ce qui passe et qu'on peut se permettre sur le moment, et voilà quoi. Oui, bah oui. Oui, le livre, il a assez bien marché par rapport à nos critères. En fait, on a fait un crowdfunding. Du coup, au bout de quelques semaines, on a pu financer la, la sortie du livre. Du coup, par rapport à l'annonce, par rapport aux puissantes, euh, c'est juste pour te dire que le livre ressort au mois de septembre. Ah, vous allez faire une deuxième impression? Oui, c'est parce qu'il a été repris par une grosse maison d'édition et là, il sera Oh, disponible dans toutes les librairies. oh ouais, vas-y, c'est quelle maison d'édition? Ça s'appelle Les Insolentes et c'est Hachette en fait. Les Insolentes, ça ne me dit rien. Oui, Mais bon, quand on entend le nom, ça va bien avec les puissants. oui, c'est vrai. Mais alors du coup, c'est les Insolentes qui sont venus vous démarcher ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la campagne, on a eu des démarches, la campagne de crowdfunding pour le livre. On a eu des personnes, enfin, des maisons d'édition qui sont venues vers nous pour savoir, pour essayer, pour discuter d'une éventuelle reprise. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on C'est quoi attendait. ça? Donc depuis la période du crowdfunding, Ouais, vous avez été démarché par des maisons d'édition. ouais, ouais. Bah, alors ça c'est extrêmement grandiose. Donc attends, mais tu imagines quand il y en a qui abandonnent même le fait de démarcher les maisons d'édition pour se lancer alors ben voilà, pour faire de l'auto-édition. Vous faites votre crowdfunding et ce sont les maisons d'édition qui vous courent presque Oui, après. ouais, c'est Et vrai. franchement, déjà ça c'est super à entendre. Mais donc du coup, il y a eu, vous avez juste eu à choisir. On a eu à choisir. En fait, on a eu plusieurs offres et à un moment donné, avec Marjorie, s'est posé la question de comment on négociait ces offres-là, parce que même si je travaille dans l'édition, je suis pas du côté édito et du coup, je ne connais pas autant que ça. Donc, on a décidé de prendre une agente. C'est une agente, enfin, moi, j'en ai pris une et elle en a pris une de son côté parce qu'elle est illustratrice. Et du coup, on a discuté ensemble toutes les quatre et elles nous ont proposé de faire le démarchage d'autres maisons d'édition parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient intéressées. Et elles ont aussi négocié avec celles qui nous avaient contactés et on a eu plusieurs offres et au final on a choisi celle qui fait qu'il va sortir le livre au mois de septembre. Franchement, ça c'est génial, c'est une super bonne idée. Et justement, du coup, grâce à ça, en plus, quand tu me dis donc c'est le groupe Hachette, ah oui, Ouais. mais donc oui, vous vous retrouvez vraiment, le livre se retrouve partout. Oui, on a eu beaucoup de chance et je me rends compte à quel point c'est difficile, mais en même temps, c'est parce que nous, enfin,
moi, avec Diveka, j'ai une plateforme et du coup, c'est vrai que ouais, c'est un peu plus facile de vendre quelque chose de tout fait comme ça une maison d'édition, je pense aussi. Du coup, tu as dit Marjorie, c'est ton illustratrice, mais c'est l'illustratrice, donc tu as dit ton illustratrice parce que tu la connais ou bien parce que tu as cherché une illustratrice, tu l'as Ah non, non, je trouvée. la connais, je la connais. C'est une de mes amies. D'accord. C'est ma voisine aussi. On habite dans la même ville. Oui, je la connais depuis plusieurs années. Et du coup, elle a refait, elle fait partie de DVK aussi, et elle a fait la charte graphique de DVK. D'accord. Oh, ben ça, c'est super, ça. Ben, ça te fait une super bonne équipe. Concrètement, les puissances, c'est qui l'auteur? Les textes, c'est de qui? C'est moi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez pensé à la maison d'édition? Question. Ah oui, À créer la maison d'édition, tout simplement. oui, en fait, c'est vrai. J'ai oublié de parler de ça. La- L'idée de départ, quand on a décidé de passer par le crowdfunding, donc l'aide du public pour publier les puissantes, c'était qu'à la fin, on puisse aussi avoir une maison d'édition indépendante avec d'IVK en fait. Ça ferait un tout et ça fait sens en fait. Mhm. Sauf que ben, j'ai découvert l'auto-édition et plus jamais. Je ferai plus jamais ça. C'est extrêmement, c'est beaucoup de travail et même si ça rapporte beaucoup plus que l'édition euh, mainstream à compte l'éditeur, c'est énormément de travail. Et en fait, moi, j'ai déjà un travail à temps plein. J'ai un Ouais. fils, j'ai une famille, j'ai plein de choses à faire et du coup, on s'est dit qu'on n'y arriverait pas juste à deux personnes à créer une maison d'édition à partir de rien, en fait. Du coup, c'est là qu'on s'est décidé vraiment à prendre une agente On et va à, plutôt prendre, ouais, et encore, heureusement, vous avez même été démarché. Ça, c'est oui, franchement, ton histoire, là, ça fait histoire conte de fées, hein. C'est une histoire. Non, mais c'est super bien. Et franchement, non, je comprends que vous ayez fait marche arrière par rapport à oui, oui, l'ouverture de la maison d'édition. c'était, Mais ça reste pas, c'est pas, vous n'êtes pas fermé non plus, quoi. À l'avenir, on sait jamais. non, moi, c'est bon, je suis fermée. Ah, Non, bon, j'ai dû porter des cartons. Comme je t'ai dit, j'habite au quatrième étage. La poste, ça m'a complètement grillé le cerveau. Je ne connaissais pas et maintenant, bon, maintenant c'est bon, je connais. J'avoue que maintenant, en ayant l'expérience, c'est vrai que je ferais les choses différemment et que je sais plus, mais ça reste très compliqué. Et en plus, à l'époque où nous, on a publié, il y avait aussi cette question du papier et la hausse du prix du papier qui a ah, complètement bouleversé nos plans au niveau de ce qu'on voulait offrir comme goodies avec le livre. Parce qu'on hmm. voulait avoir une version audio du livre aussi pour les personnes dyslexiques, par exemple, ou pour les personnes qui sont empêchées de lire. Et ça n'a pas été possible parce que notre devis papier a complètement explosé. Donc, il y a ces questions-là aussi qui sont importantes à mettre en jeu quand on veut créer une maison d'édition. Et Surtout un... justement, avec les insolentes, vous avez réussi à pouvoir rajouter la version audio? Non, parce qu'ils font pas la version audio, mais on a rajouté des textes et on a rajouté des portraits. D'accord. Bon, en tout cas, c'est bon. Ben, c'est déjà une super bonne nouvelle. Et puis, ben voilà, quoi, on attend la sortie de cette réimpression en septembre. Inch'Allah. Oui. Et un autre livre. Les identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. C'est le fruit d'une collaboration avec une maison d'édition qui s'appelle Rajo. En fait, ils nous ont sollicité, tout le monde peut nous solliciter par rapport à DDK. À l'époque, on faisait des ateliers, des formations, enfin, on faisait plein de choses. Du coup, ils nous ont sollicité pour discuter du manque de diversité dans la littérature jeunesse. Et j'ai parlé avec la directrice et pendant plusieurs rendez-vous et tout, très, très sympathique. Et
Ce qu'elle nous a proposé, c'était ce qu'elle nous a proposé, c'était de faire une proposition de projet à faire autour de la question du manque de diversité et surtout comment faire pour avoir de nouvelles plumes dans des nouvelles plumes, tout simplement parce que son propos c'était de dire que eux ils sont prêts et prêtes à publier des auteurs, moi j'aime pas dire ça, mais issus de la diversité, quoi. Sauf que ils savent pas où chercher les textes et ils savent pas comment faire pour attirer ces plumes-là dans leur maison, ces manuscrits en fait. Alors, c'est une toute petite maison d'édition. Je connais pas comme ça. C'est une maison d'édition de ce que tu as pu voir. Ils font pas mal de livres par an, c'est ça? Ouais, Pas bah, mal de titres. c'est une maison d'édition assez connue, en fait, jeunesse, quoi. Et D'accord. elle fait Euh, partie du groupe Hachette. c'est super intéressant ce que tu dis là. Donc, on est d'un côté avec plusieurs auteurs bon, afro ou bien issus de la diversité ou comment on va dire ou racisés, on sait même plus comment les termes, les bons termes à utiliser. Bref. Mhm, Donc d'un côté, on a plusieurs auteurs qui se lancent dans l'auto-édition, mhm. justement parce que le démarchage passé par la maison d'édition, c'est long et fastidieux, etc. Et d'un autre côté, on a des maisons d'édition qui, elles, cherchent justement les auteurs afro Ouais. et ne savent pas où les trouver, c'est ça. Pas forcément les auteurs afro, hein, les auteurs tout confondus. Et ils savent pas forcément où les chercher, ils savent pas comment les attirer dans leur maison d'édition avec des manuscrits. Mais en même temps, ça, j'ai tendance à relativiser parce que euh, euh, quand on reçoit un manuscrit et qu'on n'est pas concerné par certaines questions, c'est très difficile de se rentrer dedans et de se dire que ça peut plaire à d'autres personnes. C'est pas, je pourrais pas dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'était un des points de la discussion. Et du coup, moi, je leur ai proposé de faire un concours d'écriture et de faire une anthologie comme on l'a fait pour nos identités. Donc, c'est-à-dire qu'on a publié 3 nouvelles d'autrices qui ont gagné le concours d'écriture, en fait. Il y avait aussi des ambassadrices, il y en avait 3 qui ont elles aussi publié un texte dans ce recueil à partir de la thématique de nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. Ça a plutôt bien marché puisqu'on a reçu une centaine de textes en un mois et demi, un mois, une centaine de textes et franchement il y avait beaucoup de qualité dans les textes qu'on a reçus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ont une vraie plume et qui ont du mal à être publiés comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'elles ne savent pas vers où se diriger, vers quelle maison se diriger, parce que c'est une vraie question aussi. On ne peut pas envoyer un texte de romance dans une maison d'édition qui fait de la science-fiction, par exemple. Ça n'a pas de sens. Après, il y a plein de choses comme ça et aussi l'idée qu'on est légitime à envoyer ce genre de manuscrit, enfin son manuscrit et être publié. Je sais pas si moi, je l'aurais fait, par exemple. Du coup, le fait qu'on soit nous, d'IVK, bien identifiés sur ces questions-là, avec accompagné par une grande maison d'édition qui de toute façon offre le contrat d'édition, une avance et des droits d'auteur. C'est quelque chose de très cadré, il y a un contrat et tout. En fait, on a eu des textes de personnes qui nous ont dit très clairement qu'ils n'auraient pas envoyé si ça c'est pas nous derrière. Et là, pour la deuxième édition qu'on est en train de lancer là maintenant, là, en ce moment, il y a cours jusqu'au 30 juin. 30 mai, pardon, 31 mai. Non, 30 juin, pardon, 30 juin, excuse-moi, jusqu'au 30 juin. C'est la même chose en fait. Il y a plein de gens qui se lancent parce qu'ils savent que les questions autour du handicap, les questions autour de la couleur de peau ou de l'orientation sexuelle ou autre, ça fait partie des choses que nous on met en avant et qui peuvent faire l'objet d'une publication en fait. Alors, du coup, là, tu as dit beaucoup de choses par rapport à cette œuvre, mais moi, j'ai besoin d'être sûr que j'ai bien compris. L'idée de nos identités, Mm. celle qu'on nous impose et celle que l'on cache, l'idée, elle vient de vous ou elle vient de Rajo? Ah, vient de nous, c'est mon idée à moi en fait. Mon idée à moi. D'accord. Donc c'est bien, et l'idée s'est passée via justement le fameux concours d'écriture
Oui, voilà. où il y a eu plusieurs, bon, j'ai oublié combien tu as dit, mais beaucoup de gens qui ont répondu. Mhm. Et c'est comme ça que le livre a été fait. Ouais. Et c'est après ce concours que Rajo est venu vous démarcher. Ben non, non, on a fait en même temps. On a fait le concours avec eux. Ah, alors, donc, On a fait un du concours coup, avec je reprends. L'idée, elle est de toi, oui, elle mais est de moi. concrètement, qui la met en application via le concours? C'est Ah ouais, Rajo ou c'est nous bien... deux, hein. C'est eux et nous, en fait. Eux, ils apportent toute la logistique et tout ce qu'il y a derrière, en fait. En fait, le concours, c'était comment? Je leur ai proposé de faire un concours d'écriture en collaboration avec d'IVK. C'est-à-dire que nous, on amène Oui, euh, la vous thématique. êtes les intermédiaires parce que c'est vous qui allez fournir On ces amène, fameux auteurs. Les ouais. auteurs viennent vers vous. Non, 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 oui, enfin, les auteurs viennent Voilà, vers nous. les Et auteurs viennent Rajo, vers vous, mais après, le c'est pas contrat se signe. forcément c'est pas forcément qu'ils viennent vers nous, mais en fait, il y avait des auteurs d'un peu partout. Hein. Il était public le concours. Hein. Tout le monde pouvait participer. L'idée, c'était que moi, j'aurais proposé une thématique, donc celle de l'identité. Ils étaient d'accord et du coup, on a fait un contrat entre nous et Rajo et eux, ils s'engageaient à publier le recueil qui sortirait de ce concours-là sous format papier. En fait. D'accord. Et alors, du coup, je suis curieuse. De quoi traite en gros le livre Nos identités? Parce que au final, ce sont plusieurs textes. Oui, il y a plusieurs textes, il y en a 6. Il y en a un sur la gentrification par la journaliste Jennifer Padjemi. Il y en a un sur le prénom par Grace Là, Lee. je t'arrête. Donc, il y a même des journalistes qui ont Oui, participé au concours. oui, parce qu'en fait, pardon, il y avait 3 ambassadrices. Les ambassadrices, c'était du coup la journaliste Jennifer Padjemi, une podcasteuse Grace Lee et l'autrice qui s'appelle Aya Sissoko. D'accord. C'était les marraines du concours, en fait. Ok. Et comme elles sont marraines du concours, elles ont aussi publié une nouvelle dans le recueil. Ok, super. Et il y avait plusieurs thématiques. Il y avait une pièce de théâtre sur les rapports mère-fille, la photo, un texte sur la photo de classe, un autre sur l'autisme, je crois, comme ça, et un texte de science-fiction. Voilà. Mais Ça fait très assez diversifié. varié. C'était très diversifié et assez varié. C'est super ça. Donc ça, c'est sorti aux éditions Rajo en quelle année? En 2021. En- 2021? Donc en pleine pandémie, ils ont réussi à sortir. 2021. Ouais, 2021. D'accord. Et en pleine pandémie, l'accueil du public, Bah, malgré la pandémie, ça. ouais, c'est euh, très positif, hein. Ouais, non, ça s'est bien déroulé, hein. Il y a eu plusieurs séances de dédicaces. Les ventes étaient particulièrement bonnes puisque on refait un autre concours. Et c'était super. C'était bien. C'était un bon accueil. Les écoles aussi, les collèges qui ont bien relayé le livre. Il est présent dans plein de CDI. Ouais, c'est vraiment bien. On est fiers. Ça, c'est une super belle aventure. Oui aussi, ouais. Euh, c'est, enfin, moi quand je repense, Mm. au départ, je vais juste essayer, on va juste essayer de retracer vite fait le parcours de Diveka. Là. Au départ, quand Diveka commence, c'est pour aborder quoi? En fait, ça remonte avant d'IVK, hein. Je sais pas si tu sais, mais moi j'ai publié un livre aussi avant d'IVK. Et ça s'appelait Maman noire et invisible. Oui, celui-ci. Et ça commence de là, en fait. Ça commence de la naissance de mon fils, surtout. Enfin, tout. Enfin, bah, une grosse partie de ma vie tourne autour de ce petit bonhomme. Et quand il est né, quand il a eu, je sais pas, 6, 8 mois et que j'ai essayé de trouver des livres, en fait. J'essayais de trouver des livres avec juste des bébés noirs. Et j'en trouvais pas. Déjà, que j'avais pas trouvé de livre avec des mamans noires.
C'était, Donc là, on parle d'il y a 13 ans. ouais, ouais. Donc, alors c'est intéressant. Là, du coup, on est en train de répondre justement au premier thème. Oui, Enfin, au premier, donc, la facilité à trouver des livres. j'ai fait une tête bizarre parce que ça fait 45 minutes qu'on parle, du coup. Mais oui, mais comme le parcours d'Iveka est légèrement différent parce que tous les autres que j'ai eu, c'était auteurs, Oui, les auteurs ou bien les auto-édités, tu vois. oui, c'est vrai. Donc là, on tombe sur d'Iveka, c'est un peu différent. Donc finalement, j'ai pas vraiment sorti les bannières parce que le parcours n'est pas tout à fait le même. D'accord. Oui, alors, si on commence par quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, avoir des livres afro, ça me touchait pas du tout. Je cherchais pas du tout ça. Et Et après, juste une petite question, tu as grandi où? En France? D'accord, tu as grandi en France. j'ai fait la rencontre de mon oncle maternel. C'était un diplomate très érudit, en fait, quelqu'un de très érudit. Et il m'a mis dans la lecture. Et après, petit à petit, je suis venue à me poser la question de qui je suis vraiment, qui suis-je entre cette culture, moi je suis soninké, donc entre la culture soninké et le pays où je vis, où j'ai grandi, où bah, je suis française. Et du coup, cette question-là, pendant plusieurs années, ça m'a taraudée. Donc moi, quand j'ai une question, je me tourne très facilement vers les livres et du coup, j'ai commencé à chercher des auteurs afro. C'est là que je suis tombée sur, Donc là, tu étais adolescente. moi j'étais adolescente et du coup, je suis tombée sur Kalista Beyala, je sais pas comment ça se dit, Kalista Oui, oui, Beyala, Thalys Beyala, oui. voilà. Je suis tombée sur Marie Scondé, qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. J'ai lu Amadou Ampateba. C'était- Et tout ça, c'est ado. Tu avais quel âge à peu près? J'avais 16-17 ans. Ah, mais tu as commencé tôt, hein, mais c'est bien Oui, ça. je suis une grande lectrice aussi. Enfin, j'étais, parce que là maintenant c'est plus difficile. Mais j'étais une grande lectrice. Ouais, j'ai commencé super tôt et je dois dire que les livres d'Amadou Ampateba, ils m'ont vraiment beaucoup, beaucoup marqué en fait. Je savais pas qu'il était possible de parler de culture de cette façon-là. Et après, je suis tombée sur Maria Maba et ça a complètement enfin, le fait de mettre Ah, mais les alors toi, à 16 ans, tu es rentré dans la littérature africaine, mais direct dans oui, les grands classiques, les grands auteurs, les grands oui, penseurs. oui, oui. Ouais, 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 ouais. Et du coup, ça a complètement changé ma façon de penser, en fait, je crois. Parce que mes frères et sœurs, ils ne pouvaient plus. Quand on regardait un film et qu'ils disaient, ah, vous voyez, comme par hasard, le noir, il est mort en premier et tout. Enfin, ça a été très vite, en fait. Du coup, ça m'a pas quitté jusqu'à ce que j'ai un enfant. Et que moi, et même si j'ai lu les grands classiques, plein de grands classiques africains, euh, entre le moment où je les ai lus et le moment où j'ai eu un enfant, pour moi, je pensais que la littérature, surtout jeunesse, elle avait fait un effort sur ces questions de représentation de diversité et que ça avait changé. J'étais aussi dans ce truc du vivre ensemble, hein. J'ai grandi ici, donc j'étais allée à l'école ici, donc ça c'est bien matraqué dans nos écoles, hein. Et du coup, je pensais pas devoir chercher ce genre de littérature. Et en fait, si, voilà. Et tu te rends compte que des phrases comme ça, c'est ce que moi j'appelle les phrases collector, les phrases comme ça qu'il faut arracher de l'interview et diffuser et faire circuler. C'est C'est super vrai? intéressant ce que tu viens de dire. Mais non, mais tu te rends pas compte de la force de ce que tu viens de dire. Que tu as pensé, on est dans l'ère du vivre ensemble depuis je sais combien de temps, et que toi, tu pensais que les choses avaient, quand ton enfant est né, tu pensais que les choses avaient évolué et que tu trouverais à chaussure à ton pas. Voilà, que tu trouverais ce Oui, qu'il oui, faut, oui. quoi. Et tu n'as pas trouvé. J'ai pas trouvé. Et en même temps, après, il y a eu l'ère des réseaux sociaux, Internet et compagnie. Et quand j'ai pas trouvé, déjà, j'ai pas trouvé de livre sur la maternité afro parce que
Oui, comme je te disais, Diveka, le parcours de Diveka, ça remonte à ma grossesse quand même. Euh, quand j'étais enceinte, je sais, je le dis à chaque interview, mais moi, l'une de mes peurs, oui, donc il y avait accouché, tout ça, allez, les trucs normaux que toute future mère vit. Mais il y avait aussi la question du racisme, parce que je me voyais pas mettre. J'avais cette réflexion de me dire, mais attends, je vais mettre au monde un enfant noir et en plus, il va subir le racisme. Ben non, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Du coup, moi, je Mais cherchais si cette... toi-même tu l'as subi, le racisme. Ben, oui, oui, discrimination, enfin, T'as des pas l'air trucs. convaincu. Si, non, mais je suis convaincue, mais c'est juste, bah, c'est noir en France, c'est une femme noire en France, ça va avec, c'est comme ça, c'est ensemble. Mais j'ai pas d'exemple concret, mais oui, Et donc, du coup, quand ton fils va naître, tu te dis, bon sang, je vais pas mettre au monde un enfant ouais, dans ce monde-là alors qu'il va subir le racisme. Attends, c'est pas normal. Faut que je fasse quelque chose. Il faut que je lise comment les autres mères ont fait pour se dire oui, on peut faire des enfants et ne pas avoir peur pour eux. Et en fait, j'ai pas trouvé en français. On va dire ça. En français, j'ai pas trouvé. tu t'es tourné, donc tout ça, tu as trouvé dans la littérature anglophone. Ouais, il y a plein de blogs. À l'époque, il y avait plein de blogs, il y avait plein de choses sur ces questions-là. Et en plus, on commençait tout juste à parler du fait que les femmes, surtout aux États-Unis, que les femmes noires, elles avaient plus de risques de décéder Ah bon? pendant l'accouchement. Ouais, ouais. Il y a des statistiques assez horribles sur Alors ça. moi, je sais que je me rappelle, alors je crois en 2015-2016, je te suivais sur Twitter. Mhm. Et je me rappelle quand tu abordais justement les questions obstétricales, Oui, je me oui. rappelle que c'est via son compte sur Twitter que Ouais. j'avais découvert les violences obstétricales ou des choses Oui. juste Ouais. comme ça. Et puis c'est toi qui m'as mis. Du coup, moi, quand j'ai dû mettre au monde mon enfant, Ouais. j'avais ces, j'avais ces idées, ces images un peu effrayantes. Et je me disais, oui, maintenant, si on veut me traiter de tel ou tel. Et je pense que quand j'en parlais à ma mère et à ma sœur, j'ai une grande sœur, Ouais. et ma mère, elle devait dire, mais celle-là, elle est folle, pourquoi elle panique comme ça, Oui. machin, Tu as totalement raison. Parce que, ma sœur, je pense qu'elle a eu, elle a eu son, voilà, sans se poser, tu vois, il y a plein de oui, femmes oui. Il y a plein de femmes qui qui ont se sont... évolué sans se poser tout ce genre de questions. Mais c'est Et normal, en fait, hein. C'est normal parce que on est tellement sollicité, il y a tellement de choses à faire que t'as pas le temps de poser des questions. Moi, c'est parce que pendant ma grossesse, j'étais chez moi, j'avais rien à faire aussi. Mais aussi, c'est pas évident de se poser la question de la maternité et de la parentalité des mamans, des enfants noirs en France, en fait. Parce que l'une des questions qui est, enfin, dans mon livre, j'aborde cette question de la de la du... Comment ça s'appelle? violence obstétricale. Oui, mais c'était spécifique aux femmes noires, en fait, de la césarienne des femmes noires. Ah, d'accord. Et c'est une question où moi, j'ai consacré pas trois pages dans le livre. Et c'est la question qui revient tout le temps à chaque interview que j'ai faite sur ce livre-là. C'est parce que, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, les femmes de mon entourage, elles parlaient déjà des violences obstétricales, sans dire ce mot-là, bien sûr, mais elles parlaient des césariennes. Et certaines césariennes étaient forcées sur les femmes noires. Et du coup, moi, j'avais gardé cette information dans ma tête. Et quand je suis allée... Alors, donc déjà, quand tu étais jeune, ouais, mais quand tu dis forcé, ça veut dire que l'enfant pouvait vraiment naître en voix basse, mais ils ont quand même. oui, ouais, voilà, c'est ça. C'était un protocole, en fait. Ça s'appelait, Ben, dis donc. oui, oui. Mais C'était en donc peut-être aussi que ça date d'une autre époque. Oui, ça date d'une autre époque, mais il y a certains médecins qui encore aujourd'hui voilà, sont un peu Waouh. dans ces questions-là. Et du coup, quand moi je suis allée voir le pas l'obstétricien, tu sais, c'est lui qui fait la péridurale là. On a un rendez-vous et en France, t'as un rendez-vous. Ouais, je me rappelle plus, tu vois. À la maternité, ça m'est ça fait 13 ans. Ouais, à l'anesthésiste. J'avais rendez-vous avec l'anesthésiste. Il m'a dit, bah, de toute façon, madame, il y a de fortes chances que vous soyez césarisée parce que vous êtes une femme noire. Ah, il a dit ça comme ça direct parce que vous êtes noir. Oui. Bon. Du coup, moi, je savais pas quoi dire.
Tu sais, il y a la force du médecin et tout. On sait pas. Oui, c'est vrai, le médecin, quand on a en face, on se dit, ben lui, il sait de quoi il parle. Voilà, Voilà. quoi. Alors que de l'autre côté, la sage-femme avec qui on faisait les cours de préparation à l'accouchement, on avait dit, bah, de toute façon, vous allez accoucher plus vite. Sous-entendu, vous, les femmes noires, vous accouchez plus vite. C'est hallucinant, ça, quand même. Moi, le truc qui est pas du tout cohérent, en fait. Et du coup, ça, je l'ai gardé en tête, puisque le livre, je l'ai écrit 4 ans après avoir accouché. Ça, je l'ai gardé en tête et j'ai fait des recherches pour savoir d'où ça vient, en fait. Et il y a une étude en ligne sur cette question et c'était vraiment un protocole qui avait été mis en place dans les années 80-90 par rapport aux femmes noires et qui venaient, les femmes migrantes qui venaient d'arriver en France et il y avait la question du VIH et du coup, pour éviter toute transmission, on faisait des césariennes des césariennes aux personnes qui allaient accoucher, qui sont des primo-migrantes. Sauf que, ben, si une femme est primo-migrante, ok, ça peut se justifier à la rigueur, je ne sais pas. Mais sa fille, si elle est née en France et qu'elle n'est pas malnutrie et qu'elle a pas de, et qu'elle n'est pas atteinte d'un virus ou quoi que ce soit, ça ne justifie pas du tout le fait de transmettre ce protocole, en fait, sur la base de la couleur de peau. Et c'est dans l'étude. Ouais. Bah, alors, j'ai trouvé super bien que, mais du coup, j'ai vu le livre circuler, plusieurs fois la couverture circuler. J'ai vu comment ça discutait pas mal sur ta page de beaucoup de choses autour de ça. Mhm. Franchement, je te dis, je m'en rappelle parce que c'est moi, tu vois, je pense que j'aurais peut-être pas psychoté, mais du coup, d'avoir lu ces choses-là, je me suis dit, oh, et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Des choses comme... Mais c'est Et important d'être au ma courant. soeur me dit, mais celle-là, elle est complètement... Mais c'est important d'être au courant, je pense, parce que moi, je sais qu'il y a enfin, plein. Il y a quelques personnes qui m'ont laissé des témoignages et tout, et c'est important d'être au courant, même encore aujourd'hui, je pense. Qu'il y a certains, que le protocole dont je parle, j'ai parlé avec des médecins qui m'ont dit, oui, c'est vrai, c'était vraiment en place. Donc, c'est pas une vue de l'esprit. Et justement, ce livre, donc, c'était Maman noire et invisible. Mhm. Alors, du coup, ce livre, jusqu'à présent, tu en vois encore des exemplaires? Non, c'est fini. Je veux dire, les gens en voient toujours l'utilité ou bien ça y est, ça a déjà Oui, été. ah oui, bah, il y a 2 semaines, j'avais encore un message sur ma page par rapport au livre. Oui, oui, je pense. D'accord, donc jusqu'à présent, il y a des gens qui voient encore l'utilité d'avoir des femmes qui ont Oui, oui, besoin, qui cherchent l'information et qui, voilà, quoi, qui trouvent donc et qui ont, jusqu'à présent, donc, il a encore d'utilité, je veux dire. bah, j'espère, hein. Non, mais en tout cas, et ça avait été en auto-édition? Non, C'était une maison d'édition? oui, en fait, j'avais un blog sur Internet et c'est une maison d'édition qui m'a envoyé un mail Non, pour allez, me dire, abuse. non, Comment tu peux être autant démarché? mais Tu pourrais pas te payer tout, je sais mais pas, rien, parce ça que s'arrête à vous. je trouve que j'écris pas ouf, mais avant, il y a 10 ans, j'avais déjà un blog. Ouais, il y a 10 ans, j'avais un blog et sur ce blog-là, bah, c'est le contenu de Maman Noire et Invisible. Et à l'époque, une maison d'édition qui est venue vers moi et qui m'a demandé si je voulais le tourner en livre. Voilà. D'accord. Bah, c'est super, ça. Mais du coup, Non, mais, non, mais comme ça, mais franchement, j'ai moi, jamais eu moi, je reste assise comme ça, je me dis, mais dis donc, tu les attires vraiment. j'ai jamais eu à envoyer de manuscrit, j'avoue. Attends, du coup, je vais compléter ma réponse. Du coup, une vraie difficulté à trouver des livres avec des personnages afro-descendants qui ne soient pas dans la jungle ou dont la thématique c'est le racisme, quoi. Et après, à la fin, tout le monde est heureux parce que le racisme c'est fini. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres et par contre, aux États-Unis, il y avait toute une littérature et quelque chose qui se mettait déjà en place autour du manque de diversité et de représentation dans la littérature jeunesse. Et
Du coup, après avoir publié Maman Noire et Invisible, moi, je me suis promise de créer quelque chose dans la même veine que ce qui se passait aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'est né Diveka. Et le but premier de Diveka, c'était vraiment de mettre en avant des auteurs et des autrices divers, de partout, sur des thématiques qu'on ne voit pas, qu'on met de côté, qui ne soient pas l'éternel enfant blanc qui joue avec son chien, à qui il arrive des aventures. Parce qu'on parle beaucoup du manque de diversité avec des personnes, enfin des Noirs et des Arabes, enfin des personnes racisées. Mais il faut aussi dire que la plupart des héros sont masculins en fait. Il y a aussi Ouais, un, il y a aussi un déséquilibre des genres. d'accord. Et quand tu dis donc au départ c'était ça, est-ce que tu as l'impression que donc de 2017 jusqu'à présent, là si on parle juste de Diveka 2017, ça fait 6 ans. Donc Mhm. en 6 ans, le parcours de Diveka, pour toi, il a bien suivi, il a respecté son engagement. Diveka a respecté son engagement. Oui, je pense qu'on a bien respecté nos engagements. Après, c'est vrai que là, maintenant, on est plus dans l'aide aux auteurs et aux autrices. C'est-à-dire que on peut les personnes auto-éditées, c'est difficile parfois d'avoir leur livre, d'avoir accès à leur livre et tout ça. Et en fait, c'est l'édition mainstream, enfin, c'est pas difficile d'avoir accès au livre, c'est juste que c'est difficile de faire de la veille, pour moi en tout cas, et de pouvoir mettre en avant certains livres. Il y a plein de pages qui le font maintenant, donc ça m'arrange. Après, ce que j'aimerais plus développer avec Viveka, c'est comme ce qu'on a fait avec Rajo, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'auteurs et d'autrices édités, mais pas auto-édités. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est essayer de faciliter justement l'entrée Voilà, des auteurs racisés oui, dans le voilà. monde de l'édition classique, c'est-à-dire via. Mhm. Donc, alors, est-ce que par là, qu'est-ce que tu entends? Donc, est-ce que il y a, on va dire proportionnellement, il y aurait moins d'auteurs racisés qui se font publier via les maisons d'édition, ou bien qu'est-ce que tu entends par cette envie justement que plus d'auteurs racisés passent par ces maisons d'édition? Pourquoi plus? Parce que tu penses qu'il n'y en a pas assez ou pas du tout, voire pas Il du n'y en tout? a pas assez, il n'y en aura jamais assez. C'est un vrai déséquilibre. Il suffit juste d'aller en librairie pour voir que la proportion d'auteurs racisés, elle est très, très minime en fait. Faire elle est ridicule, ça y a rien à dire. Ensuite, d'un autre côté, comme tu l'as vu et comme tu as dû le voir avec les auteurs et les autrices auto-éditées que, que tu as dû interviewer, c'est compliqué et difficile d'entrer dans une maison d'édition, et surtout quand on n'a pas les contacts, en fait. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau de ça, en fait. Je sais, d'un côté, je me disais, avant de travailler avec Rajo, je me disais, c'est parce qu'ils veulent pas. Et en fait, après avoir discuté avec beaucoup d'éditeurs et beaucoup d'éditrices, en dehors du fait qu'ils savent pas comment s'y prendre, il y a aussi le manque de moyens aussi dans les maisons d'édition parce que ça reste quand même une entreprise capitalistique. Donc, il y a, il y a ça et il y a aussi un regroupement autour des maisons d'édition. Elles sont de moins en moins indépendantes. C'est des gros groupes avec des grosses machines derrière. Et le but premier, ça reste la rentabilité. Hmm. Donc, entre rentabilité, militantisme, manque de moyens, il y a énormément de choses. Et du coup, tous les auteurs à ciseaux passent à la trappe. Oui, oui, oui. Mais Parce que je c'est pense qu'ils ont dommage alors que même après le succès, je te dis comme tu ça l'as dit. maintenant, je te dis ça maintenant, mais il y a quelques années, je n'aurais pas dit ça. Mais je pense que certaines maisons ont des bonnes intentions et veulent faire mieux, mais ils ont juste pas les capacités, les moyens et en plus du personnel, quoi, du personnel qualifié pour aider sur ces questions-là, en fait. Donc, c'est comme si tu insinuais que, bon, quand je dis tu insinuais, on peut dire
que Diveka a une voix, surtout que tu as dit tout à l'heure que là, pour l'instant, vous vous occupez plus, ce que Diveka fait, c'est surtout s'occuper des auteurs. Disons que là, votre fonction, vous allez être la porte d'entrée est-ce que Diveka peut être la porte d'entrée des auteurs racisés dans les maisons d'édition? Mais non, quand même pas. On n'en est pas là. Parce que c'est pas que les DVK, je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement les auteurs racisés. Hein, c'est un peu. Je sais pas si on peut être une porte d'entrée, mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faciliter la mise en contact, la mise en relation. C'est un des points les plus importants pour nous. La mise en contact, la mise en relation, c'est surtout ce que vous faites. Voilà, c'est ça. Mais c'est déjà beaucoup. Bon, après, parce que vous avez aussi les concours. En fait, tu te rends compte que quand on réfléchit bien, c'est une machine qui, si tu décides de faire justement, de faire entrer plus d'auteurs racisés dans les maisons d'édition, c'est ta machine, elle peut concrètement le faire. Ta machine va sortir son deuxième concours pour trouver les auteurs. Ta machine met en contact les auteurs et surtout via les fameux concours, c'est carrément des contrats qui sont à la clé. Mais au final, faut même le rajouter concrètement dans ce que fait Diveka. Vous ouvrez la porte. Je vais relativiser ça. Parce que le concours, c'est une chose, en fait, et je suis pas toute seule dans Diveka. Et on a tous des avis différents par rapport au concours. Et moi, personnellement, je pense pas que ce soit la bonne façon, une des bonnes façons de faire. C'est une bonne façon de faire, mais ça doit pas être la seule. Oui, non, pas la seule, ça c'est certain. Tous les auteurs ont toujours des marchés par eux-mêmes. Ils ne cherchent pas forcément, ils ne vont pas tous comment dire, se reposer sur juste une structure. Bon, ben, je dépose à cette structure. Non, non, non. Comme tout le monde. De toute façon, ce monde de l'auto-édition, voilà quoi, c'est tous ceux qui n'ont pas pu passer par la maison d'édition ou qui se sont dit je vais pas passer par la maison d'édition, à l'ère d'Internet, de l'impression à la demande et tout ça, on peut même avec les Amazon, sans avoir aucun sou, tu peux sortir un livre. C'est Amazon qui l'imprime. Si tu as des sous pour acheter tes propres exemplaires, tu les achètes, etc. Donc, les choses sont tellement facilitées. Donc forcément, la qualité n'est peut-être pas toujours au rendez-vous, mais bon, dans tous les cas, il y a une production qui a explosé dans le monde de l'auto-édition. Il y a aussi beaucoup de demandes et notamment d'accompagnement. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire aussi que beaucoup de gens ont des choses à dire et aimeraient pouvoir être entendus, donc par rapport à ce qu'ils ont à dire. Sinon après, quand par exemple, il y a des structures qui nous contactent pour intervenir ou qui cherchent des auteurs et des autrices, moi en général, je donne toujours des auteurs et des autrices en auto-édition. Donc, ce qui est prévu pour Diveka, c'est un deuxième concours là en fin juin. La fin du concours, c'est en fin juin, c'est ça? C'est fin juin et la publication des résultats septembre et la publication du livre janvier. Via quelle maison d'édition? Toujours Rajo. Rajo. Ah, toujours Rajo, d'accord, excuse-moi. Non, mais très bien. Donc, avec Rajo. Donc, c'est votre maison d'édition copine, quoi. Là, en fait, c'est comme s'il y a une relation sûre de confiance entre vous deux, en fait. Entre Diveka et... D'accord. Et après, il y a Les Puissantes qui ressort le 13 septembre 2020. D'accord. Avec la maison d'édition Les Insolentes. Voilà. En tout cas, franchement, c'est super. Ça fait un parcours... bon, franchement, avec ce que tu m'as dit, je me dis, mais ça, c'est un parcours qui donne envie. Hein. Autant de facilité. On aimerait tout avoir ce parcours-là. Par rapport au fait des publications, là? Mais oui, c'est carrément eux qui te démarchent. Attends, mais on aimerait tout savoir. Je ne suis pas la seule, hein. C'est pas possible. Je suis pas la seule, hein. Ah bon, il y a plein d'auteurs comme ça qui se font démarcher? Je sais pas, tiens. Moi, en fait, j'ai jamais essayé j'ai jamais tenté d'envoyer un manuscrit. Donc, je pourrais pas. Je sais pas. Je pense en fait, les réseaux sociaux, quand on sait bien les utiliser, c'est une vitrine, hein.
il faut faire attention en fait à comment on se met en avant et comment on met en avant ses écrits. Et aujourd'hui, les éditeurs et les éditrices, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on n'écrit pas en vain sur Internet, sauf si on a envie, hein, mais il y a des choses qui peuvent se faire Justement, sur Internet. du coup, pour clôturer, ton conseil pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'édition. Oh là là. Là, tu viens de dire quelque chose de très intéressant, que Internet, quand on Oui, utilise bien Internet, Internet, oui. ça Surtout, peut être un très bon moyen de se faire remarquer. c'est un très bon levier. D'ailleurs, Tu j'en peux suis là. rajouter aussi, quand on connaît d'IVK, ça peut aussi aider à Oui, ouvrir des portes. oui, c'est vrai. Il faut pas hésiter à nous écrire. Après, j'ai pas beaucoup de temps, donc faites attention. Mais oui, Internet, c'est un très bon levier. Après, il faut faire attention à ces textes et tout, qu'on ne les pique pas et compagnie. Mais c'est un très bon levier hein, pour être visible par rapport à ses écrits. Après, bien matcher la maison d'édition et le manuscrit, c'est-à-dire qu'on fait attention à tous les auteurs qui ont été publiés, toutes les histoires qui ont déjà été publiées. Si ça ressemble, ben, on y va, en fait. Et ne pas, il faut pas se limiter, je pense. Je sais que c'est dur hein, d'être publié, mais il faut se lancer. Surtout aujourd'hui, il y a il y a un intérêt, je pense, à se lancer, même si on se sent pas légitime. Il y a des choses hyper nulles qui sortent en maison d'édition. Il y a des choses qui valent pas le coup, mais qui sortent en maison d'édition. Alors, je vois pas pourquoi ton histoire, elle sortirait pas en maison d'édition. Vas-y, lance-toi. Et si ça marche pas, franchement, c'est dur, hein, Mais mais faut pas dire ça, c'est dur, je vais couper ça. c'est dur, mais l'auto-édition, même si c'est dur, ça peut être aussi un levier pas mal parce qu'on a pu le voir avec les puissants. Je suis pas la seule, en fait, à avoir été repris comme ça par une maison d'édition. Eux, ça leur fait moins de travail. Du coup, ne pas J'avoue, en hésiter à... termes de promotion, vu que vous-même, vous êtes déjà pas mal. Là, Ouais, franchement, ça, c'est clair. C'est quand on est comme d'IVK, à avoir eu déjà, en termes de promotion, avoir déjà tout un public et tout, ben, ça aide vachement la maison d'édition de se voilà, c'est ça. rapprocher plutôt de ce genre d'éditeurs, enfin de ce Mhm. genre d'auteurs qui déjà ont derrière eux un bon public. Voilà, c'est aussi compréhensible. Je sais ce que je veux dire comme conseil. Mon conseil, c'est de dire, bah, moi, j'aime beaucoup écrire, mais je suis pas forcément, on dirait pas comme ça, parce qu'on a l'impression que j'ai été publié j'ai été publié plein de fois, mais j'aime beaucoup écrire, mais ne serait-ce que pour moi ou juste pour mon fils. Il y a des choses que je mettrai jamais sur Internet ou que je publierai jamais. Et c'est pas une fin en soi. Maintenant, je pense que l'édition, c'est une industrie. Et si absolument tu veux être publié, il faut que tu écrives une histoire qui soit publiable, qui soit bankable, qui soit dans l'air du temps et qui n'ait aucun, où tu dois te dire, bah, ça ressemble à ça et ça peut être publié. Tu auras un pied dans l'édition, même si c'est pas une histoire qui te porte au fond, mais tu auras été publié et à partir de là, tu auras un pied dans l'édition et pouvoir éditer des choses qui te ressemblent le plus ou quoi, enfin, autre. Du coup, je pense qu'il faut aussi le voir et comme une industrie si on veut se professionnaliser Très dans bon les... conseil. L'idée de d'abord écrire une histoire qui satisfait l'industrie, cette Mhm. industrie qui fait voilà, du business avant tout. Et après, c'est vrai qu'une fois que tu es connu quand même grâce à une Oui, maison d'édition et tout, ben voilà, c'est aussi plus facile voilà. pour sortir tes propres trucs. Donc c'est très, très bon conseil. Très bon conseil. Après, si tu as Euh, des valeurs et tout, le fais pas. Mais bon, c'est une industrie. Il faut ne jamais oublier que les livres, c'est aussi une industrie. Voilà. il faut aussi pouvoir amener cette industrie à évoluer et à ne pas se limiter, à ne pas rester campé dans un certain style de littérature. Enfin, Tout à fait, tout à fait. Mais pour que l'industrie, elle évolue, il faut que la société, elle évolue. On n'en a pas parlé, mais ce que je fais aussi, c'est un tout petit peu ma contribution à tout ce qui est antiraciste. Donc, tant que la société, elle évolue pas sur les questions antiracistes,
sur le féminisme, sur toutes les questions des oppressions envers les minorités, ben, ça va être très difficile de changer le monde de l'édition, en fait. Et justement, je vais revenir Pardon. sur non oui, je vais revenir sur, par exemple, l'orientation sexuelle Oui. traitée avec les jeunes. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à aborder facilement? Est-ce que tu sens des réticences du public ou chez les auteurs ou chez les éditeurs? Est-ce que c'est des choses qui sont abordées facilement? Moi, j'en ai jamais ressenti. Je sais qu'il y a plein de discussions sur le sujet, surtout par rapport à des personnes qui vivent en Afrique où c'est très mal vu de parler de ces sujets-là. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis frontalement, en fait, par rapport à Alors, Dieu. Je me prends au dépourvu, mais mais est-ce que oui, tu te j'ai pas de vois, soucis. ce travail que tu fais avec Diveka, Ouais. tu te J'ai pas, sentirais participer à comment dire, encourager une telle vision? Là, je ne parle pas seulement de l'orientation sexuelle, encourager tout ce travail en Afrique aussi. Bon, bien sûr, j'entends aussi l'orientation sexuelle parce que justement, je sais que c'est un truc tellement délicat dans les communautés, même les communautés ici. moi, je travaille pas pour l'Afrique. C'est trop grand déjà. Et je serais absolument pas légitime, en fait. Ben, si c'est pour aborder justement l'ouverture sur certains points comme l'orientation sexuelle, pour moi, tu es légitime parce que tu es la seule, Diveka est la seule structure ici racisée qui traite le thème. Bon, ouais, non, c'est pas la seule structure. Non. Bon, en tout cas, il y en a d'autres, mais bon, comme moi, tu vois, je suis spécialisée dans la littérature jeunesse. Ouais. Dans la littérature jeunesse, il n'y a que toi que j'ai vu Ouais. Mmh. qui essaye d'aborder un peu En fait, de nous. j'essaie pas, hein. C'est-à-dire que quand on fait des sélections de livres, on se pose la question de comment d'être pertinent, en fait, c'est tout. Je pense, en fait, Diveka pourrait pas fonctionner dans un pays africain, tout simplement parce que j'y suis pas et j'ai pas grandi. Même si j'ai la culture, je suis proche de la culture, je suis pas du tout légitime. Je t'aurais dit, alors là, du courage. Tu m'aurais dit, ben oui, pourquoi je t'aurais dit? En tout cas, du Hein? courage. Parce que là-bas, parler d'orientation sexuelle en Oui, Afrique, je sais, c'est la personne qui va se lancer sur ce terrain-là et qui va essayer oui, je sais, mais le pire, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui existent déjà, en fait. Et elles sont juste cachées. Oui, les initiatives, oui, Ouais. j'imagine. Il doit y en Les- avoir aussi ouais, déjà là-bas, mais bon, dans la littérature, non, je pense pas. Dans la bah, littérature, dans autre chose, déjà, la littérature, c'est chaud déjà là-bas. Tu te rends compte qu'il y a des personnes qui sont publiées en France et on peut pas trouver leurs livres en Afrique. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, au niveau de la littérature jeunesse, moi, je connais que l'Afrique de l'Ouest, du coup, je sais pas du tout comment ça se passe, la littérature jeunesse en Afrique de l'Ouest. Comment les circuits de distribution et où tu les trouves, les livres. Alors là, c'est une conne. Je bon, sais pas. en tout cas, tu as répondu à la question au-delà, donc, au-delà de la France, toi, voilà, pour toi, tu es légitime à aborder tous ces sujets en France. Et c'est déjà très bien, c'est un grand territoire. Après, oui, je pense qu'il faut faire des ponts avec nos pays d'origine, c'est sûr. Hein, j'en suis persuadée. Après, est-ce que c'est, moi, je me pose toujours la question, mais j'avoue, je comprends pas comment on peut être aussi. Moi, dans ma famille, il y a des homophobes, hein, c'est clair et net et précis. Après, je sais pas comment on arrive à croire que c'est plus important d'être homophobe je sais pas, par rapport à l'oppression qu'on subit par rapport à nos États, tu vois ou pas? Je sais pas comment l'expliquer. Genre, on a déjà assez de problèmes dans nos vies et il y en a qui veulent encore que Mais ça va jusqu'à oui, oui, je comprends pas. C'est pas parce qu'il y a deux hommes qui se tiennent la main que ça va changer ton quotidien ou tu manges pas en fait. Je sais Ouais, pas, c'est pas facile en tout cas.
je ne sais pas où les gens ont cru que ça allait interdire les choses comme ça. En plus, c'est les vies personnelles de chacun. Moi, je suis personne, je ne juge pas. Mais du coup, si les gens ont autant d'énergie à juger ce genre de choses, ben, autant prendre cette énergie et la mettre ailleurs. Genre changer nos dirigeants, donner de l'emploi aux jeunes, je sais pas moi, mettre fin à la France-Afrique. Des trucs concrets, quoi. En tout cas, ces choses-là, pour l'instant, ont encore bien de l'avenir. Ouais, Ce thème-là, je sais que homophobie et tout, ils ont encore bien, oui, il y a encore de l'avenir devant eux. ouais, c'est clair. Et bon, écoute, on, on fait comme on peut. Pour l'instant, voilà, on avance. Et puis, c'est bien que d'avoir sorti ce livre-là, parce que pourquoi j'en parle aussi, c'est parce que toi-même, voilà, tu n'ignores pas que ton public. Ah oui, bon, écoute, peut-être que je me trompe, hein. Ton Mhm. public, il est à majorité quoi? Noir? Je pourrais pas te le dire, hein. Il y a de tout, hein, je pense. En plus, j'ai pas beaucoup de public, hein. Je sais pas. Je me rends pas compte. Non, je parle de d'Iveka. Attends, d'Iveka, 3000 et quelques machins sur Instagram. Bon, comme c'est sur Instagram que je vois d'Iveka et pas Ouais, ailleurs. Je suis pas abonné, je pense pas être abonné ailleurs. je pense qu'il y a de tout, hein. Il y a de tout et on fait en sorte que tout le monde y trouve son compte, en fait. Je, je sais pas. Je me rends pas compte. Je pense qu'il y a Parce de que, parce que justement, quand on voit ton public Mhm. et quand on voit les termes que tu abordes, on voit donc le public que tu vas sensibiliser, qui est sensibilisé. Et tout ce public, si jamais ton public, le public d'IVK est à Mhm. majorité noire ou racisé tout simplement, c'est plus de gens, eh ben, tout ce public noir racisé a forcément des attaches avec le pays d'origine, le pays des parents, ou bien eux-mêmes ils sont directement originaires, hein, ils viennent Ouais. directement Oui, oui, des Antilles, ou voilà. Et donc c'est d'une certaine manière ce que tu fais, tu t'en rends peut-être pas compte, mais ce qui est fait ici, juste auprès du public qui vit en France, peut aider oui. certains à faire bouger les choses, enfin à mener ce sujet-là aussi là-bas en Afrique. Et en tout cas, bon, j'espère, en tout cas, moi, je trouve super bien. J'avais jamais vu les choses comme ça, donc oui, bah merci. C'est Mais vrai. non, mais c'est important, c'est important que ces choses soient abordées. Comment dire? Pour moi, la priorité, c'est avant tout décriminaliser, que ce soit décriminalisé chez nous et surtout encourager les parents à ne surtout pas, quand ils ont l'enfant qui est comme ça, à ne surtout pas criminaliser l'enfant. Mhm. Comme on ne souffre pas, tu vois. Bah, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, hein. C'est exactement ça, en fait. Pour moi, c'était de me dire, imagine dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui n'est pas out, hein, qui ne dit rien et qui est dans une de ces, j'aime pas dire catégorie, mais qui a une orientation sexuelle qui n'est pas hétéronormative. Est-ce que je voudrais lui faire du mal? Non, parce que je l'aime et que je l'aime dans son entièreté. Du coup, c'est très difficile de pas parler de ces questions-là. Je me suis jamais, enfin, au début, je me posais la question et en fait, finalement, ça a été très vite. Je me suis dit non, je ne peux pas me dire que je fais du mal à quelqu'un de mon entourage proche en ayant un discours d'oppression et de rejet. Donc, évidemment, moi, j'accepte tout le monde dans son entièreté et j'ai pas de et je trouve ça important comme valeur à transmettre à mon fils aussi. En tout cas, je trouve intéressant que donc dans le milieu afro en France, que quelqu'un qui traite des productions jeunesse pense aussi à aborder ce thème-là et que ça puisse aider, voilà quoi, à aider chaque communauté, que ça puisse faire germer des graines de l'acceptation de l'autre. Oui, c'est important Voilà, bref. parce Bon, qu'on peut allez, pas arrêtez nous de subir une repenser. oppression et la faire subir à d'autres personnes. C'est juste pas logique et c'est pas possible. C'est pas possible.
Ok. Ok, ok. Bon, ben écoute, Dia, ça fait, on a bien parlé, hein. Parce que je sais, j'en ai pas parlé, mais aussi on soutient l'inclusivité. Moi, j'ai un fils qui a un handicap au niveau de la lecture. C'est hyper important. On a parlé de l'orientation sexuelle et tout, mais en fait, le pire du pire, c'est on fait une hiérarchie, c'est toutes les personnes qui ont un handicap. Ça va au-dessus de ça parce qu'elles sont complètement mises à l'écart. Il est dyslexique, ton fils? Ouais, il est dyslexique. Et il a du mal avec la lecture? Ouais. Du coup, il y a ça, et les personnes qui ont un handicap visible, c'est encore pire. Enfin voilà. Oui, la société ne changera que quand on changera la société, hein. C'est sûr. Franchement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Je pense que des associations comme ce que tu fais, surtout quand c'est lié au handicap, ça, il y en a déjà plein en France, mais dans la communauté, Il y en a surtout spécialisée jeunesse, non. non, Donc, je pense que tu es la seule, tu es le seul exemple que j'ai. Et c'est pour ça que je dis vraiment, voilà quoi. Pour moi, mm. c'était important de t'avoir d'avoir ton interview pour justement pouvoir parler, aborder tout ça. Pour justement pouvoir aborder tout ça et voilà quoi. Donc, ben, c'est cool. Merci. À bientôt, hein. Donc, merci beaucoup, Merci. Dia, pour vraiment le temps. C'était très intéressant aborder tout ce qui a été abordé, voir comprendre mieux ce que fait Diveka et l'intérêt, la valeur franchement de Diveka au sein de la communauté jeunesse, mais aussi enfin, pour la littérature jeunesse, mais aussi pour les auteurs. C'est très important. Euh, et voilà, quoi, c'est Bah, voilà, merci il pour faut continuer, hein, l'interview. parce qu'on en a besoin. Merci pour l'interview. Pardon pour mes cheveux. Je savais pas que c'était en vidéo. Donc, voilà. Mais c'était super intéressant et ben, voilà. Merci. Bon, Léa, je te dis merci À bientôt. Au revoir. et à bientôt.